Alors, maintenant nous savons à quoi nous en tenir sur les pères fondateurs de la belle idée européenne, comme on dit. Robert Schuman, qui est considéré comme un très grand homme, en réalité, je me permets de rappeler qu'il a voté les pleins pouvoirs à Pétain à la fin de la Troisième République. Il était député à Vichy. Il a voté les pleins pouvoirs, quand même, alors que ça ne fait jamais partie de son historiographie, habituelle, que l'on cite dans les préaux des écoles. Deuxièmement, il a été membre du premier gouvernement Pétain à Vichy. À la Libération, d'ailleurs, on lui a dit, les gens lui ont demandé des comptes. Il a fait savoir qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant qu'il était membre du gouvernement. Ensuite, il a été le premier membre d'un gouvernement à aller rencontrer les autorités nazies à Metz. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y a dit. Après ça, il est vrai, emprisonné par les nazis parce qu'il a fait acte de... on ne sait pas très bien quoi. Enfin, en tout cas, il s'est échappé et il a passé le reste de la Seconde Guerre mondiale dans des couvents. À la Libération, il a été menacé d'indignité nationale puisque les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre voulaient sa peau parce qu'ils savaient que c'était un type qui avait, en tout cas c'est la réputation qu'il avait à l'époque, qui était un collabo. Sauf que à l'époque, c'est la période de l'épuration et De Gaulle souhaitait qu'on nous calme les plaies et que l'on n'entretienne pas un climat de guerre civile en France. Il le souhaitait d'autant plus que Pie XII et le Vatican étaient intervenus en faveur de Robert Schuman, qui était proche des partis politiques démocrates chrétiens. Et donc, De Gaulle lui a évité cette indignité nationale qui l'aurait empêché de poursuivre une carrière politique. Il en a d'ailleurs parfaitement profité. Je vous renvoie à mon dossier sur notre site, puisqu'il a été 14 fois ministre des Affaires étrangères sous la IVe République, ce qui montre qu'il avait un talent particulier pour jouer les anguilles. Et c'est lui qui a, paraît-il, eu ce coup de génie de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Je vous renvoie à mon dossier pour que vous découvriez pourquoi tout ceci est un conte de fées. C'est évidemment pas lui qui a eu cette idée. En tout cas, nous savons maintenant de façon sûre et certaine, depuis le 19 septembre 2000, qu'il était traité comme un employé par ses agents américains, donc en fait financé par la CIA. Quant à Jean Monnet a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Il a été le délégué de Roosevelt auprès du général Giraud à Alger pour tenter de barrer la route à De Gaulle et favoriser les anciens vichistes ralliés aux Alliés, puisque c'est un des grands épisodes de la Seconde Guerre mondiale que les gens ne connaissent pas, que nos compatriotes jeunes ne connaissent pas. C'est que Roosevelt et les Américains voulaient maintenir Pétain et Laval à la tête de la France à la Libération, et que progressivement, ils ont été obligés de changer de pied. Après Pétain, Laval, ils se sont rabattus sur Darlan. La résistance française a abattu Darlan à Alger. Ensuite, ils se sont rabattus sur Giraud, qui était un ancien pétainiste. Mais tout sauf De Gaulle, puisque De Gaulle, c'était l'indépendance nationale, alors que les États-Unis voulaient mettre la main sur la France à la Libération. Je rappelle d'ailleurs que les Américains ont maintenu une ambassade à Vichy jusqu'en novembre 1942, c'est-à-dire pratiquement un an après qu'ils fussent entrés en guerre eux-mêmes contre le Japon, après Pearl Harbor qui date du 7 décembre 1941, et puis donc ils fussent entrés en guerre avec l'Allemagne et les puissances de l'Axe. Ça veut donc dire que les États-Unis ont refusé de reconnaître la France libre jusqu'en 1944. En tout cas, De Gaulle disait de Jean Monnet que c'était un malade, avant tout soucieux de servir les Américains. C'est dans le livre C'était De Gaulle de Perfit, tome 2, page 214. Alors nous savons maintenant aussi que Paul-Henri Spaak, ancien Premier ministre belge, était financé par la CIA, que le mouvement européen était financé par la CIA, du moins jusqu'au 31 décembre 1969. Je vous signale que le mouvement européen continue d'exister, qu'il a appelé à voter oui à la Constitution européenne, qu'il s'est oui au traité de Maastricht, oui à la Constitution européenne, qu'il s'est réjoui de l'adoption du traité de Lisbonne, qui est une félonie, alors que 55% des Français ont voté non, et que ce mouvement européen a été présidé pour sa filiale française, si j'ose dire, a été vice-présidé pendant plusieurs années par Daniel Cohn-Bendit.